Après la mobilisation contre le CPE, les syndicats devraient se retrouver demain pour organiser la suite du mouvement. Ils envisagent une grève générale s'il n'y a pas un retrait du texte. Du côté des étudiants, on notera cette manifestation aujourd'hui à Paris de ceux qui s'opposent au blocage. La Biélorussie aura-t-elle sa révolution orange? Cette ancienne république soviétique, considérée comme la dernière dictature en Europe, a élu pour un troisième mandat son président, présenté comme un despote. L'opposition appelle à lutter pour la démocratie. Le grand nettoyage de la Seine à la veille du printemps, une centaine de bénévoles pour une centaine de tonnes d'ordures retirées du fleuve sur 1 kilomètre de berge, une opération menée à Argenteuil par une association qui se bat pour dépolluer la Seine. Les palais, les villas de Venise sont à vendre. La mairie, pour boucler son budget, a décidé de les mettre sur le marché. La vente aura lieu au printemps. Et puis du cinéma avec la sortie de Romanzo Criminale. Nous sommes en Italie, ce sont les années de plomb où sévissent les brigades rouges. Ce film inspiré de faits réels évoque l'existence d'une bande de jeunes truands qui ont servi d'intermédiaires aux activistes et à la mafia. Madame, Monsieur, bonsoir. Quelle suite va prendre le mouvement contre le contrat première embauche? Quelle stratégie les syndicats vont-ils adopter fort du succès de la mobilisation d'hier? Beaucoup de questions sans réponse tout à fait tranchées ce soir, mais tout de même se profile déjà la menace d'une grève générale si le gouvernement ne retire pas le CPE. Apparemment, chacun reste sur ses positions. D'un côté, le retrait comme préalable, de l'autre, l'appel au dialogue. Julien Beaumont, Madi Diawara. Des centaines de milliers de manifestants dans toute la France et une question, et maintenant? Après 2 mois de lutte, les anti-CPE se sentent plus forts que jamais. Les principaux leaders ont laissé le week-end au gouvernement pour réagir. Demain, à 17 h, une réunion intersyndicale est prévue pour savoir quelle suite donner à ce mouvement. Mais déjà, FO et CGT sont clairs sur leurs intentions. Puisque le Premier ministre ne veut pas bouger ou ne semble pas vouloir bouger, qu'il reste droit dans ses bottes, mais elles sont encore plus rigides qu'en 95, les bottes, pour me faire comprendre. S'il reste droit dans ses bottes, le conflit va continuer à monter. Nous ferons, nous, la proposition, si rien ne bouge, de s'inscrire dans la perspective d'une journée d'arrêt de travail dans les jours à venir. Une menace relayée également par le Parti socialiste. Il peut y avoir une manifestation nationale, il peut y avoir une grève interprofessionnelle, et d'ores et déjà, je sais que les organisations lycéennes appellent à une nouvelle manifestation jeudi, des grèves, à des débrayages. Ça veut dire que le gouvernement, en s'entêtant, crée les conditions du trouble. Et pourtant, d'après ce proche de Nicolas Sarkozy, l'avenir pourrait s'écrire d'une autre manière, notamment si le président de la République prend la parole. Je crois, compte tenu de la situation de tension qui existe dans ce pays, et que, compte tenu des grandes interrogations qu'une partie de la population se pose, qu'il incombe à Jacques Chirac, en tant que chef de l'État et garant de la cohésion sociale et nationale, d'intervenir et de prendre une initiative. Côté Matignon, malgré la mobilisation, pas question de retirer le CPE. Mais dans les rangs du gouvernement, on laisse entrevoir une porte de sortie. Il y a besoin effectivement de continuer à discuter de tout ça, mais de le faire dans le cadre de la loi, pour voir comment on peut aménager le CPE qui d'ailleurs s'inscrit dans un plan beaucoup plus global pour lutter contre le chômage des jeunes. Le CPE entrerait en vigueur dans 3 à 5 semaines, un laps de temps qui pourrait permettre au gouvernement de tenter de négocier avec les syndicats. Les étudiants vont reprendre cette semaine le chemin de la fac avec sans doute une série d'assemblées générales pour se prononcer sur la marche à suivre. À Dijon, la coordination nationale des étudiants s'est réunie aujourd'hui pour faire un premier bilan. Nabila Tabouri et tous nos correspondants en région. Hier dans la rue, aujourd'hui dans les amphis. Lycéens et étudiants des 4 coins de France ont envoyé leurs représentants à Dijon. 400 délégués chargés de statuer sur la suite à donner au mouvement. Le résultat est sans appel. La coordination anti-CPE continuera de mettre la pression sur le gouvernement avec une première journée d'action mardi prochain. Et le 23, la coordination étudiante et lycéenne, elle a déjà proposé à Poitiers aux salariés et à leurs organisations syndicales une journée d'action et de grève interprofessionnelle avec, pourquoi pas, une montée centrale sur Paris pour faire une énorme manifestation qui se dirigerait vers l'Assemblée nationale. Partout en France, les réunions des anti-CPE se sont multipliées. Ici à Paris, celle de l'UNEF, le syndicat étudiant majoritaire. Même fermeté, même confiance sur la suite à donner au mouvement. On sent que la mobilisation va dans notre sens, qu'elle peut encore s'amplifier. Alors nous continuerons. Si le Premier ministre considère que 1,5 million de personnes dans la rue, c'est pas suffisant pour retirer, eh bien nous en mettrons 2 millions la semaine prochaine. À Toulouse, barricades de fortunes et sacs de couchage. Une trentaine d'étudiants a occupé l'université pour la 15e nuit consécutive.
À la fac de lettres de Bordeaux, le blocage commencé lundi se poursuit. Pour la vingtaine d'étudiants toujours actifs, c'est l'heure des menaces. Il faut vraiment que ce soit vraiment grève générale de partout pour qu'on pousse vraiment le gouvernement au pied du mur, vraiment. Comme leurs aînés, les lycéens restent tout autant mobilisés. Après le succès de la manifestation nationale d'hier, le bras de fer continue. Nous, on dit on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas le retrait du CPE. Donc maintenant, à savoir qui sont les plus forts en ce moment, et en ce moment, c'est la jeunesse. Ce soir, 16 universités restent bloquées, 35 perturbées, selon le ministère de l'Éducation. Et précisément contre le blocage des facultés, mobilisation à Paris cet après-midi d'étudiants qui se prononcent exclusivement pour la reprise des cours et le droit à préparer leurs examens. Un millier de jeunes se sont retrouvés avec comme signe distinctif un t-shirt blanc. Laurent Di, Vincent Kellner. Certains d'entre eux n'ont pas cours depuis plusieurs semaines. Mouvement anti-CPE oblige, ces étudiants parisiens subissent le blocage des universités. On aimerait bien reprendre les cours parce qu'on a des examens qui vont bientôt arriver, etc. Et on aimerait bien préparer notre avenir tranquillement sans qu'on soit bloqué comme ça. On comprend très bien leur droit de grève, on le respecte. Donc ils respectent aussi notre droit d'étudier et qui nous laissent aller en cours. Ils sont donc pour la reprise des cours, mais n'allez pas croire qu'ils soient pour autant tous en faveur du fameux contrat première embauche. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne tentative de gouvernement d'avoir essayé quelque chose, mais qu'il y a beaucoup de choses à modifier et qu'il n'est pas bon comme ça. Personnellement, moi je suis pour, mais pour ou contre, c'est pas le sujet quoi. Pour eux, l'urgence c'est d'avoir dans chaque fac des élections à bulletin secret pour éviter, disent-ils, toute manipulation de la part des organisations syndicales. Problème, personne n'est à l'abri d'une récupération. S'il vous plaît tout le monde, on vous demande de ne pas distribuer de tracts de l'UNI ou de n'importe quel syndicat. Les organisateurs ne veulent voir flotter que les banderoles du collectif, même si cela fait grincer les dents de certains. Alors je trouve ça dommage qu'en France on ne puisse plus élever le drapeau français. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous le drapeau français là Aujourd'hui c'est le symbole de la République et surtout de la liberté d'étudier. Je pense que c'est le principe fondamental de la République. On essaie de faire un mouvement qui est en contradiction avec ce qui se passe dans la rue. Et ça veut dire pas de politique, pas de syndicat, pas de bruit, pas de violence. Pas de violence, cette consigne-là aura été parfaitement suivie. Les manifestants se sont dispersés dans le calme au bout d'une heure et demie de sitting. Et on revient à présent sur les incidents qui se sont produits en fin de manifestation hier à Paris. D'abord, place de la Nation, au moment de la dispersion et dans les rues alentours. Une dizaine de commerces ont été pris pour cible. Puis plus tard dans la soirée, les casseurs sont entrés en action aux abords de la Sorbonne, un face-à-face entre quelques centaines de jeunes et de CRS. 70 personnes étaient toujours en garde à vue aujourd'hui. 34 policiers, 18 manifestants ont été blessés, mais aucun grièvement. Arrêtons-nous maintenant sur ce sondage à paraître demain dans Libération. Photo instantanée de l'opinion publique après la journée d'action d'hier. Près de 3 Français sur 4 demandent à Dominique de Villepin de modifier ou d'abandonner le CPE. Alors en entrant plus dans le détail, ce sont 38% de personnes interrogées qui souhaitent qu'il y ait des négociations et des aménagements du CPE avec les partenaires sociaux. 35% demandent l'abandon ou le retrait total. Toujours d'après ce sondage, 80% des jeunes de 15 à 24 ans se disent contre le CPE. Alors et maintenant, eh bien, c'est toute la question, Gilles Leclerc. Quelle marge de manœuvre pour Dominique de Villepin? Comment va-t-il sortir de la crise? Est-ce qu'il va bouger les lignes? Quelles sont les pistes? Si personne ce soir à Matignon ne nie la crise, pour autant Dominique de Villepin aborde cette semaine un peu comme il avait terminé la précédente, à savoir pas de retrait, pas de suspension du texte pour l'instant. En revanche, Dominique de Villepin fera tout pour convaincre les jeunes, leurs parents et les syndicats qu'on peut en même temps améliorer les garanties, mieux accompagner cette loi en proposant une évaluation et ce dès que possible. Reste que pour Matignon, le malaise de la jeunesse dépasse maintenant le strict problème du contrat première embauche. Il révèle les inquiétudes et les difficultés des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Enfin, politiquement, Matignon affiche que le Premier ministre n'est pas seul. Solidarité du gouvernement, des parlementaires de la majorité et dès demain, des consultations vont se poursuivre avec par exemple des chefs d'entreprise et si possible des jeunes
pour ou contre le CPE. Mais le blocage, et c'est ça qui est important, continue, on l'a bien vu avec les syndicats, il n'y a toujours pas eu de contact direct aujourd'hui entre l'exécutif et les centrales syndicales. Alors les syndicats qui envisagent d'en appeler solennellement à Jacques Chirac, est-ce que le chef de l'État pourrait s'exprimer rapidement? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de faille dans la solidarité avec l'Élysée. Jacques Chirac a encore affirmé ce week-end son soutien total à son Premier ministre. Le chef de l'État s'est exprimé 3 fois la semaine dernière et il pourrait tout à fait recommencer cette semaine. Mais quoi qu'il en soit et quels que soient les scénarios, on ne peut ignorer à droite maintenant ce soir qu'il y a déjà des dégâts politiques. Jacques Chirac avait voulu, souvenez-vous, en mois de janvier, dire que l'année 2006 serait une année utile pour la réforme. Eh bien, cette feuille de route s'avère déjà beaucoup plus compliquée que prévu. Merci Gilles Leclerc. L'actualité internationale avec les élections présidentielles en Biélorussie. Cette petite république tenue de main de fer par Alexandre Loukachenko rêve selon l'opposition de vivre une révolution orange, mais le président en place, qui brigue un 3e mandat, a menacé de briser le cou à ses opposants. À la fermeture des bureaux de vote, le leader de l'opposition a appelé tous ses sympathisants à descendre dans la rue. Ils sont 6 à 7 000 à Minsk pour contester la victoire annoncée de celui qui règne en maître absolu sur la Biélorussie. Dans cette ancienne république soviétique, considérée par l'Occident comme la dernière dictature d'Europe, la télévision est entièrement contrôlée par le pouvoir, les sondages sont aux mains des autorités. Le régime biélorusse a muselé l'opposition, multipliant les arrestations et fait croire à une tentative de coup d'État pilotée par l'étranger. Anne Ponsinet, Xavier Luizet. Omniprésent à la télévision, Alexandre Loukachenko, que ce soit en hockeyeur, en Latin lover ou en mineur de fond. Déjà 12 ans de pouvoir et une constitution taillée sur mesure pour être de nouveau candidat. Il cultive son image de petit père du peuple prévisible. Vous savez, les gens du peuple, ils se disent, ce Loukachenko, on en a un peu marre, mais avec lui, ça marche. Et au moins, on le connaît. C'est un peu comme si ici l'URSS n'avait jamais tout à fait cessé d'exister. 80% de l'économie sous contrôle étatique, pas de ces privatisations sauvages qui ailleurs ont enrichi quelques-uns pour dépouiller beaucoup d'autres. Des salaires certes bas selon nos standards mais réguliers et plutôt en hausse. Dans cette fabrique modèle de cuisinière, cantine, crèche, cabinet médical et épicerie d'usine. En Biélorussie, on s'occupe beaucoup de nous et ça me plaît. C'est la sécurité et la stabilité. L'envers du décor, un état policier comme on n'en fait plus en Europe. Or, la ligne officielle Point de salut en témoigne ce journal indépendant, la volonté du peuple. Ici, c'est la répression et depuis longtemps. Notre journal est tout simplement interdit d'imprimerie, interdit de kiosques et de système de distribution. Jusqu'à présent, le journal était imprimé en Russie voisine, mais cette semaine, même ses exemplaires ont été saisis. Un système de pensée unique qui affecte jusqu'au monde des arts et oblige ces jeunes comédiens à se produire quasi clandestinement. Voici seulement quelques exemples des thèmes interdits. La violence, la politique, l'homosexualité, le suicide. En s'accrochant au modèle soviétique, Alexandre Loukachenko a certes maintenu une stabilité qui plaît à une partie de son électorat, mais tout cela au prix de l'isolement politique et économique de son pays. C'était il y a 3 ans, le début de la guerre en Irak et le pays est au bord de la guerre civile. L'escalade de la violence est quotidienne. Désormais, ce sont les communautés chiites et sunnites qui s'affrontent avec une nouvelle attaque ce matin à Kerbala. Par ailleurs, dans le triangle sunnite, des tirs ont opposé les forces américaines aux insurgés à Ramadi, à 100 km à l'ouest de Bagdad. 3 ans donc après l'invasion de l'Irak sous commandement des forces américaines, des milliers de manifestants ont défilé hier en Europe, mais aussi aux États-Unis, des mouvements de protestation contre cette guerre qui n'en finit pas. Et dans la ligne de mire, le président Bush, dont la cote de popularité est au plus bas. Alan Chalvron, Aaron Diamond. Des dizaines de cercueils symboliques portés à travers les rues de Los Angeles. Il en faudrait plus de 2300 pour chaque soldat américain tué en Irak. Un peu partout aux États-Unis, on a ainsi manifesté à l'occasion du 3e anniversaire de la guerre. J'ai froid, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer chez moi, mais j'ai plus encore envie de terminer cette guerre que de rentrer à la maison. La nouveauté cette année est que les manifestants, quelques milliers tout au plus, ne sont plus des brebis galeuses, mais représentent la majorité silencieuse. 60% des Américains pensent que la guerre ne valait pas le coup d'être menée.
Alors tout le monde dans l'administration monte au créneau. Le président lui-même multiplie les discours rassurants. Notre but en Irak, c'est la victoire. Mais le message ne passe plus, même chez les amis du président. Il a un problème avec l'Irak. Lui et son équipe affirment qu'il y a des progrès, mais tous les écrans de télévision ne montrent que des attentats et des bombes. Oui, ces images répétitives, les attentats contre les soldats, mais aussi maintenant les affrontements et les règlements de compte interethniques. 70% des Américains pensent que l'Irak est déjà en guerre civile. Même la vaste opération anti-guérilla Essaim d'abeilles, lancée cette semaine à grand renfort de publicité, se révèle contre-productive. Le fait même qu'il ait été nécessaire de monter cette opération montre l'étendue de l'échec de l'administration. Et si George Bush n'avait de problème qu'avec son opposition démocrate, mais même ses amis républicains multiplient les rébellions. En vérité, à 8 mois d'élections parlementaires et avec 36% seulement de satisfaits, George Bush est devenu un boulet pour son propre parti. En France, la construction d'un mémorial du génocide arménien à Lyon a provoqué de sérieux débordements en marge de la manifestation anti-CPE. La communauté arménienne se dit aujourd'hui très choquée de ce mouvement d'une poignée d'extrémistes qui nient le génocide. Benoît Gadret, Thierry Monnier. La colère exprimée avec véhémence par plusieurs associations franco-turques. Ils étaient environ 3000 hier dans les rues de Lyon. 3000 manifestants venus de la grande région Rhône-Alpes, encadrés par un service d'ordre impressionnant. L'objet de la discorde, ce mémorial en construction à 2 pas de la place Bellecour. Un mémorial du génocide arménien de 1915, édifié par la ville de Lyon à la demande de la communauté arménienne. Or, si la France a reconnu officiellement ce génocide en 2001, ces manifestants d'origine turque en contestent la véracité. On veut juste qu'une commission composée d'historiens mondialement reconnus nous dise ce qu'il en est vraiment. Et qu'ils nous disent oui, il y a eu génocide ou non, il n'y a pas eu génocide. Qu'on ne donne pas le verdict avant jugement. Des incidents ont éclaté hier avec quelques manifestants à peine sortis du rassemblement anti-CPE. Mais la réaction la plus vive émane ce matin de la communauté arménienne. Toutes les associations se sont réunies pour dénoncer ce qu'elle qualifie de rassemblement négationniste. Ceux qui ont organisé cette manifestation, c'est sous la coupe de ce qu'on appelle les loups gris, c'est-à-dire l'extrême droite de l'extrême droite turque. Et à ce niveau, nous avons été ahuris de voir que le préfet ait pu autoriser cette manifestation. Le préfet du Rhône mis en cause n'a pas souhaité réagir. Quant au maire de Lyon, son entourage fait savoir qu'il n'a pas l'intention de remettre en cause ce mémorial. Le plan de rénovation urbaine se poursuit avec aujourd'hui la destruction de 2 bars HLM dans une cité de Nice. 2 immeubles qui se sont effondrés sur eux-mêmes. Aussitôt après l'explosion, un périmètre de sécurité avait été installé aux alentours. La violence routière avec hier sur une nationale du Nord, la mort du maire de la commune percuté par une voiture, une histoire qui prend un relief particulier quand on sait que cet élu se battait depuis des années pour obtenir le contournement de cette route où avaient déjà eu lieu tant d'accidents. Karine Comadi. Pradel, un petit village des Flandres qui pourrait être tranquille sans cette nationale. Chaque jour, 17 000 voitures traversent la commune. Hier matin, l'une d'elles a percuté le maire du village. Le point d'impact, c'est là et l'arrêt de la voiture. Jean-Jacques Vanost est mort dans la nuit des suites de ses blessures. Lui qui depuis 10 ans réclamait au département le contournement de sa commune, en vain. C'était tout le temps, il dit vous verrez quand il y a un enfant qui se fera écraser. Eh ben c'est lui, c'est horrible, c'est la victime. C'était son combat, c'était sa préoccupation de tous les jours. Hein. Moi j'en veux quand même à l'administration et j'en veux aussi au département qui n'a pas fait son boulot. Les habitants et les amis du maire sont à la fois révoltés et affligés. Il n'y a jamais réellement eu d'accident aussi grave. Et là c'est Jean-Jacques, mais franchement, je lui ai promis qu'on se battrait pour cette route. Et on va le faire. Mardi, les habitants bloqueront la nationale 42 en mémoire de leur élu disparu. Dans Lyon, hier soir, une intoxication au monoxyde de carbone dans une église où avait lieu un concert. Cette intoxication a touché une 60aine de personnes. Toutes sont sorties de l'hôpital cet après-midi. Franck Genosso. Masque à oxygène sur le visage,
Ceux qui peuvent encore marcher sont vite évacués de l'église de Cussy-les-Forts. Nous, on est les moins atteints là. Mais enfin, on a quand même eu des maux de tête, on nous a mis sous oxygène, on veut vérifier qu'on n'a pas de monoxyde de carbone dans le sang. Quelques heures auparavant, le concert d'une chorale vient de commencer. Soudain, un spectateur s'effondre, puis un deuxième. Bientôt, c'est l'hécatombe. Une quarantaine de personnes se sentent mal. Un poste médical de l'avant a été installé très rapidement. Un second a été mis en place pour les victimes qui étaient, je dirais, impliquées mais sans forcément avoir de symptômes de l'intoxication. À l'origine de l'intoxication, sans doute un chauffage défectueux. Au total, 60 personnes sont hospitalisées. Toutes sont aujourd'hui hors de danger. Une femme enceinte a tout de même dû être évacuée vers un hôpital parisien. C'est demain le premier jour du printemps et comme chaque année, le grand nettoyage de la Seine, une opération menée par une association qui se bat pour dépolluer le fleuve. Et en voir les images sur un seul kilomètre de berge, on se rend compte que la Seine peut servir de poubelle. Valérie Fourniot, Bruno Vignet. Une lumière et ses reflets dans la Seine qui fascinaient les impressionnistes. Monet a planté son chevalet sur ces berges. Depuis, la société de consommation est passée par là. Là, je suis sur un site très touché là, par les vêtements des déchets urbains. Je vais positionner une benne pour qu'ils puissent les jeter dedans. Ça va éviter qu'ils montent tout ça. Grand nettoyage de printemps à Argenteuil. L'ampleur de la tâche est immense, mais aucun de ces 100 bénévoles ne désarmera. Gantés et bottés, ils s'accrochent aux branches, fous de nature et écœurés par ceux qui la salissent. Ça va être chiant. Moi, j'invite tout le monde à faire de même. Déjà respecter au quotidien l'environnement, que soit qu'on le fasse pour soi-même. Et on trouve de tout. Des téléviseurs, des poussettes, des canapés, des téléphones portables, des vélos, de tout quoi. Alors là, tout le monde vient déverser. Ça va des gens du voyage en passant par les entrepreneurs, les simulations de cambriolage et ainsi de suite. C'est pas ça qui manque. Et il y a même parfois de mauvaises surprises. L'odeur est supportable. Je vous invite à profiter pendant 5 minutes, vous allez voir, tout de suite. Quand vous avez une carcasse de chien crevé, forcément ça pue. Et ça forme les plus jeunes, les rend responsables. Ouais, on ne pensait pas qu'il y avait autant, parce que quand on ramasse, il y en a encore une couche en dessous. Il est vraiment très sale. Donc il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On est à 80% du travail, il reste les 20%. Il va falloir fédérer, comme aujourd'hui, toutes les forces fluviales, le SIAP, le port autonome, les institutions, tout ça à l'État, pour en venir à bout. Mais déjà en 16 ans, on va dire que presque plus des 2 tiers des travaux ont été faits. Une victoire pour cette association. Au fait, je vous l'avais bien dit, on trouve de tout dans la Seine, même des caravanes. Au moment où se déroule le Forum mondial sur l'eau à Mexico, l'eau vitale pour la planète, nous avons choisi de nous intéresser à cette technique qui a fait ses preuves, le dessalement de l'eau de mer, une méthode au point et de moins en moins chère, ce qui peut à terme offrir une alternative à la pénurie qui frappe de nombreuses régions. Florence Bouquilla, Zindenberkos. Dessaler l'eau de mer pour la transformer en eau potable. Il y a 15 ans, une telle idée ne pouvait se concrétiser que dans une monarchie pétrolière du Golfe Persique, tant son coût était exorbitant, 8 $ le mètre cube. Mais à présent, dessaler l'eau de mer revient 10 fois moins cher. Aujourd'hui, le coût de l'eau dessalée par l'osmose inverse est à peu près 70 centimes le mètre cube, alors que le coût de production d'une eau potable classique est plutôt entre 10 et 20 centimes du mètre cube, donc c'est à peu près 3 à 4 fois le coût classique de production d'eau potable. 97% de l'eau présente sur la planète bleue est salée. Le dessalement pourrait donc être une solution à la pénurie d'eau potable. Même l'Europe s'y est mise, particulièrement l'Espagne. D'abord aux Canaries pour faire face à la demande en eau générée par le tourisme, puis aux Baléares, et bientôt Barcelone devrait fournir 200 000 mètres cubes d'eau dessalée par jour, uniquement pour satisfaire les besoins de l'agglomération. En France, plusieurs régions songent à s'équiper avec les nouveaux systèmes de filtration d'eau de mer par des membranes. L'eau rentre à l'intérieur de la membrane, qui est complète, et puis elle suit un parcours autour de la spirale, et toute l'eau, tout le sel dissous dans l'eau est retiré, et on obtient une eau complètement dessalée. Une avancée technologique importante, accessible aujourd'hui aux pays en voie de développement, mais toujours pas aux pays les plus pauvres, ceux qui ont les plus grands besoins en eau.
Mission réussie pour le Français Nicolas Vanier qui, après 8000 km à travers la Russie, est arrivé à Moscou avec son équipage de chiens de traîneau. Ils ont parcouru 80 à 100 km par jour sur une piste tracée auparavant, une aventure, mais aussi une action en faveur de l'environnement. Lorsque les monuments classés font l'objet d'une délocalisation réussie, c'est le cas du château du Haut-Königsbourg en Allemagne, l'un des 5 monuments historiques les plus visités en France. Jusqu'à présent, il appartenait à l'État. Demain, le département du Bas-Rhin va officiellement présenter sa demande de transfert. Christine Beauce, Virgiliado. Armures et hallebardes du XVe siècle, mobilier d'époque, grande salle de réception, pont-levis, ce vaste château du Moyen-Âge restauré il y a 100 ans sera cédé pour 1 € symbolique au département du Bas-Rhin le 1er janvier 2007. C'est une bonne opération. Le château de Haut-Königsbourg est très fréquenté. Il y a environ 500 000 visiteurs par an. Globalement, il est en bon état, même s'il faudra faire sur les 10 ans sans doute une dizaine de millions d'euros d'investissement, ce qui n'est quand même pas négligeable. Mais le Haut-Königsbourg fait partie des 5 monuments les plus visités de France. Il est un des rares monuments historiques rentables. 800 000 € de bénéfices annuels que l'État n'a pas réinjectés depuis 3 ans dans la restauration du bâtiment. Résultat, ce transfert fait quasiment l'unanimité. Parce que vous savez, nous ici dans le château, nous sommes un peu isolés. Nous avons besoin de gens qui s'occupent de nos affaires, de notre budget, qui nous aident, qui nous soutiennent. Et de ce point de vue-là, c'est quand même plus facile quand les gens sont à Strasbourg plutôt qu'à Paris. C'est plus facile. En face, des hallebardes, mais cette fois-ci des hallebardes. Cela ne changera rien pour les visiteurs, ni pour le personnel comme ce guide. Parmi les 35 agents, ceux qui le souhaitent pourront rester fonctionnaires de l'État ou devenir fonctionnaires territoriaux. En revanche, la gestion de proximité du château devrait permettre de mieux mettre en valeur ce patrimoine. Ils vont en prendre davantage soin peut-être, hein, je suppose. Hein. Si ça appartient à un département, je pense que ça va concerner davantage de gens. Sur son piton rocheux, le Haut-Königsbourg devient le symbole d'une décentralisation réussie. Venise est à vendre, ou presque, en dehors de ses monuments les plus prestigieux. La mairie, qui n'arrive pas à boucler son budget, va proposer aux plus offrants quelques-uns de ses palais et de ses villas. La vente aura lieu au printemps. Sur place, Gérard Grisbeck et Karine Guillaumin. Venise, la ville aux 10 000 palais. Certains sont des hôtels, d'autres des musées, d'autres encore appartiennent à de grands industriels italiens ou à des familles vénitiennes. La mairie en possède plus de la moitié et comme elle a besoin d'argent, elle a décidé d'en vendre une quinzaine, dont celui-ci, qui semble bien décrépit. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Les lieux ont longtemps appartenu à une famille vénitienne venue du ghetto. La grande salle est décorée de fresques du XVIIIe siècle. Un chef-d'œuvre au cœur de la lagune. Ce palais est unique du fait de sa décoration. Avec toutes ces fresques, les propriétaires au XVIIIe siècle ont voulu l'embellir, l'enrichir. Des fresques signées Giuseppe Borsato, l'artiste qui a décoré la Fenice, l'opéra de Venise. Il a fallu les restaurer il y a quelques années, alors que le palais abritait des bureaux de la mairie. Il n'y a rien de pire que de voir des palais qui se dégradent parce que la mairie n'a pas d'argent pour les entretenir. La mairie vend sur un marché porteur, puisqu'ici il faut compter 8 000 € le mètre carré. À ce prix, les Vénitiens craignent que leur patrimoine ne leur échappe au profit de multinationales. Il peut vendre naturellement ses palais à condition qu'il garde ce qu'il a le vrai sens de Venise, enfin, qu'il ne soit pas une opération seulement immobilière, enfin, de vendre à n'importe quelqu'un. Aujourd'hui, ce sont des palais. Il y a quelques années, la mairie avait vendu plusieurs petites îles de la lagune. Venise a encore bien des joyaux en réserve. Les Jeux paralympiques de Turin qui s'achèvent ce soir avec un excellent bilan pour la délégation française et une dernière journée avec pas moins de 2 médailles d'or. La France, qui a fait un parcours exceptionnel, arrive 4e au classement des nations. C'est 3 fois mieux qu'à Salt Lake City. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. C'était il y a 10 jours à Turin. Au soir de la cérémonie d'ouverture, l'équipe de France qui défilait avait belle allure. Ce que l'on ne savait pas encore, c'est que le déluge pyrotechnique annonçait un feu d'artifice de médailles tricolores. Mais c'est là la glorieuse incertitude du sport.
L'insatiable Solène au sourire de jeune fille. En ski alpin, 4 courses, 4 médailles dont 2 en or. Et l'argent spécial hier à Sestrières. À même pas 18 ans. Hémiplégique de naissance. Plus c'est jeune, plus ça gagne. Plus elle a du mal à y croire. Je trouvais ça magnifique, grand, comme un conte de fées. Et je l'ai vécu comme ça jusqu'au bout. 3 médailles dont 2 en or pour la grande Pascale Casanova. Malvoyante et tellement bonne skieuse avec sa guide Bénédicte Sénas. Au bonheur des dames qui ont apporté à l'équipe de France la plupart de ces médailles. Anne Fleurier s'impose en biathlon. Une médaille d'or pour son petit garçon Auguste. Chez les garçons, chef de file, malvoyant Nicolas Berejny et sa guide Sophie Troc. 2 titres paralympiques. Avec 15 médailles, la France termine au 4e rang des nations. C'est mieux que prévu, pourvu que ça développe la pratique sportive. Vous savez, quand les Jeux paralympiques sont finis, on a toujours des appels téléphoniques en nombre de personnes qui nous disent mon fils, mon frère, mon cousin, etc. voudrait venir, comment il peut faire du sport. Du sport, des athlètes, du public, personne n'a fait défaut au grand spectacle des Jeux paralympiques. Ou soit dit en passant, il n'y a pas de sportifs handicapés, mais des sportifs avec leurs moyens physiques à eux. Se battre contre soi-même, contre le chronomètre, contre l'adversaire, s'entraîner pour la beauté et l'efficacité du geste. Ces jeux à dimension humaine valaient le coup d'être vus, d'être vécus, au nom du sport qui ne fait pas de différence, pas plus que l'émotion. Il a 75 ans et figure toujours en tête des héros préférés des enfants. Babar, le célèbre petit éléphant qui a bercé notre enfance, continue d'enchanter les petits. Il sert même de support dans les écoles maternelles. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Vincent Bouffartig. Le chasseur a tué la maman. Le singe se cache, les oiseaux s'envolent. Babar pleure. 75 ans que les mamans lisent Babar aux enfants. Il fait presque partie de la famille. Un petit éléphant devenu le compagnon de 3 ou 4 générations. Déjà, moi, toute petite, j'aimais Babar parce que je lisais Babar, parce que il y avait des Babars chez moi à la campagne, que ma mère et ma grand-mère me lisaient Babar. J'aime Babar. Il était une fois une maman, Cécile de Brunhoff, qui inventait des histoires pour ses enfants. Elle eut l'idée d'un petit éléphant qui deviendrait le roi de la jungle. Cette histoire a tellement plu à mon père qui était peintre qu'il a voulu faire un livre pour nous. C'est comme ça qu'est né le premier album Babar, l'histoire de Babar. À la mort de son père en 1937, Laurent de Brunhoff reprend le flambeau, invente de nouvelles aventures. Aujourd'hui, le roi Babar a acquis ses lettres de noblesse en entrant à l'école. Quels sont les animaux que Babar trouve à la ferme? Chut! Voilà, et on avait vu... Son univers aide à l'apprentissage du langage. Le coq. Le coq. C'est qui, Babar? C'est le roi des éléphants. C'est un enfant ou un adulte? Un adulte. Ah. C'est un enfant. Eh bien... Entre les deux. Pourquoi pas? L'éditeur propose aux écoles maternelles un kit pédagogique avec coloriage et gommettes. Pour les enfants, Babar est rassurant. Et ces livres leur font découvrir l'écriture avant même de savoir lire. Babar est écrit en cursive, ce qui est très rare dans les albums pour enfants. Et donc ça offre la possibilité de montrer une présentation différente de la présentation habituelle des livres. Babar, un succès qui ne trompe pas. En 75 ans, 10 millions de livres ont été vendus en France. Il est traduit en 27 langues. C'est aujourd'hui un dessin animé et il sera peut-être bientôt le héros d'une comédie musicale. Le printemps avec un jour d'avance s'est invité dans les salles de cinéma avec la 7e édition du Printemps du cinéma. Durant 3 jours, la séance à tarif unique, 3,50 € partout pour tous jusqu'à mardi. Et cette opération organisée par la Fédération nationale des cinémas français avait enregistré plus de 2 millions d'entrées l'an passé. Cinéma avec la sortie de Romanzo Criminal et l'Italie de la Dolce Vita est terminée. Nous sommes dans les années de plomb où sévissent les Brigades Rouges. Ce film inspiré de faits réels évoque l'existence d'une bande de jeunes truands qui ont servi d'intermédiaires aux activistes et à la mafia. Marie-Jo Jouan et Vincent Bouffartig. L'Italie des années 70, les années de plomb, l'attentat de la gare de Bologne, l'enlèvement d'Aldo Moro, c'est l'âge d'or des Brigades Rouges. Mais pas seulement. Moins connue de l'histoire, la bande de la Magliana, un quartier de Rome, qui tente de faire régner sa loi sur la capitale italienne. Cet argent, c'est pour quoi faire? C'est pour pouvoir nous payer ce qui nous fait vraiment envie. Qu'est-ce qui nous fait vraiment envie? Rome.
À l'origine, des petits truands, braqueurs, dealers, qui vont prendre une importance inattendue. Après sont arrivés la politique et la mafia, qui se sont alliés plus ou moins avec la bande pour faire affaire ensemble. Mais pour les truands, il n'a jamais été question ni d'idéologie politique, ni d'intérêt pour la mafia. Ils ne pensaient qu'à leur intérêt et surtout à l'argent. Des hommes et une femme, une prostituée Marie-Madeleine de l'Histoire, maîtresse du leader de la bande, et à pas pour le policier qui traque les truands. La putain magnifique, c'est Anna Mouglalis, une passionnée qui regrette le manque d'audace du cinéma italien d'aujourd'hui. Effectivement, ça fait penser aux grands films politiques, mais ça faisait longtemps qu'on en avait plus parlé. C'était à se demander si c'était encore possible dans une Italie qui est comme ça, complètement sous le pouvoir de Berlusconi, qui possède tout. Tu veux baiser ou pas? Appelle-moi Patricia. Très bien, Patricia. Il y a un de tes clients qui te paye avec du fric qui provient de l'enlèvement d'une personnalité. Cette personne est morte, c'est pour perpétuité. Cette bande n'a pas été chassée que par un policier, mais par plusieurs. Elle était tellement protégée que c'est vrai que les policiers avaient les mains assez liées. Mais ça m'a beaucoup aidé à aller parler avec des vrais policiers qui m'ont parlé de cette époque. Et en fait, une phrase qu'il m'avait dit, qui m'avait assez étonné, c'est « Ah oui, la bande de la Magliana, des gens terribles. » Plusieurs policiers ont fait carrière sur cette bande. Pendant 15 ans, ceux de la Magliana ont contrôlé les activités illégales de Rome. Certains sont encore en vie. Loin d'être des héros, ils sont seulement l'une des facettes du chaos de l'Italie de ces années-là. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo. Nathalie Riouet, 20h50, FBI, porté disparu. Excellente fin de soirée sur France.